Bonjour et shalom pour ce magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur un sujet historique et géopolitique à la fois mondial et aussi régional que je qualifierais de diagonal et qui défraie parfois la chronique ces derniers mois dans la presse et certaines revues spécialisées qui se posent la question de savoir si nous serions en train d'assister ou non à un retour des années 1930, aussi bien donc en Occident, en Europe, que aussi, pourquoi pas, au Moyen-Orient. Et plus largement, notre débat de cette semaine pose la question, l'histoire peut-elle se répéter, et parfois emprunter à des époques différentes, certes, mais des chemins semblables ou parallèles. Quelques précisions pour situer le débat qui va suivre avec notre invité d'aujourd'hui. Plusieurs phénomènes et types d'événements contemporains assez marquants ont enclin certains spécialistes et historiens à se pencher sur cet hypothétique retour aux sinistres années 30 du XXe siècle, qui fut, rappelons-le, celui des deux totalitarismes nazis et staliniens. Alors, quels sont ces événements ? Tout d'abord, la faiblesse, d'autres pourraient dire la capitulation, à la fois juridique et militaire, de certains États ou grands pays démocratiques face à la montée du terrorisme sous toutes ses formes, de l'islamisme radical parfois, et aussi, plus largement, des idéologies totalitaires, notamment adoptées par des régimes comme ceux de l'Iran et de la Corée du Nord. Premier symptôme. Deuxième symptôme, l'éclatement non des grands empires régionaux d'autrefois, mais des grands blocs qu'avaient ossifié et gelé la fameuse guerre froide entre les États-Unis et l'ex-URSS de 1945 à 1990. Un phénomène qui laisse désormais les nationalismes ethniques religieux morceler à nouveau surtout le sud de l'Europe et en tout cas tout le Moyen-Orient. Troisième symptôme, la montée en flèche des forces populistes et de l'extrême droite nationaliste en Europe, accompagnée d'une vague migratoire sans précédent en provenance d'Afrique et du Levant, le tout sur fond de récession économique et de forts taux de chômage qui font penser justement aux années 30 de l'autre siècle. Autre phénomène connexe, les tendances étatiques autoritaires du néolibéralisme économique qui a de nouveau cours dans certains pays d'Europe, tout comme au lendemain de la grande crise financière et économique de 1929, accompagnée, on s'en souvient, de la faillite des grandes idéologies politiques. Mais il y a aussi un cinquième symptôme plus profond, c'est ce qu'on appellerait l'usure de l'état de droit et des systèmes judiciaires dans nombre de pays dits démocratiques, accompagnée de la critique systématique et radicale des élites politiques, toutes accusées de corruption. Ce qui illustre, entre autres, la désespérance, le fort sentiment d'exclusion et la colère d'un mouvement moitié prolétaire, moitié couche moyenne, comme celui des Gilets jaunes, qui a fait irruption en France depuis plus de 6 mois, avec ses relents populistes, poujadistes, voire aussi antisémites. Alors, pour parler aujourd'hui de ce phénomène historique, en diagonale, comme je disais, avec nous Alain Michel. Alain, je suis content de vous revoir à nouveau au Studio Qualita. Vous êtes historien, enseignant, rabbin du mouvement Massorati et aussi auteur de plusieurs ouvrages liés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Né en France, Alain, vous avez été l'élève puis le collaborateur du grand éducateur, pédagogue et rabbin que fut le Rav Léon Ashkenazi Manitou. Vous avez fait des études à Paris à la Sorbonne en faisant un doctorat sur les éclaireurs israélites de France, les EUIF. Et puis, vous êtes monté en Israël en 1985 avec votre épouse et votre premier enfant. Parallèlement à vos études en Israël même au séminaire du mouvement Massorati, qui vous ont donc donné accès au titre de rabbin, vous créez vous-même les séminaires francophones de l'Institut de la Shoah, Yad Vashem, à Jérusalem, devenu au fil des ans l'instance centrale de formation des éducateurs juifs et non juifs venus par centaines pendant toutes ces années des pays francophones à Jérusalem pour se former sur la Shoah, ses enseignements et sa mémoire. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, à vrai dire, c'est vous qui m'avez suggéré ce thème diagonal de l'éventuel retour des années 30, notamment à partir d'une lecture que vous venez de faire d'un ouvrage récemment paru, que je ne connaissais pas, intitulé « Récidive 1938 », écrit par le philosophe et professeur de l'École polytechnique de Paris, Michael Fossel. Alors, pourquoi cette problématique abordée dans ce livre vous qui êtes historien, vous a-t-elle en quelque sorte parlé ? Écoutez, peut-être que je pourrais commencer par un souvenir très ancien, mais qui a été très central dans ma vie. Lorsque j'étais lycéen, j'aimais bien de temps en temps
oublier certains cours et aller au cinéma. C'est l'avantage quand vous êtes... Pas sécher certains cours. Voilà, on mettra le mot qu'on désire. C'est l'avantage lorsque vous avez un lycée qui est en plein centre-ville. Donc c'était le cas du lycée Henri Poincaré à Nancy. Et donc quand il y avait un film qui m'intéressait, j'y allais. Et un jour, je vais voir un film qui est sorti, si je me rappelle bien, en 1969, de Henri de Turenne. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ce grand réalisateur qui faisait surtout des documentaires, et ça s'appelait 36, le grand tournant. Et c'était un film hommage sur le Front populaire. Sur le Front populaire, exactement. Mais ce qui m'a intéressé, c'est le début du film. Parce que comment commence le film ? On voit tout d'un coup des images de 1934, les émeutes à Paris de l'extrême droite, et puis tout d'un coup des images de mai 68, les émeutes de l'extrême gauche, exactement un peu comme on a les deux photos ici dans votre studio, et qui viennent, et tout d'un coup apparaît au milieu une phrase extraordinaire qui dit « L'histoire ne se répète jamais, elle bégaye ». Alors d'abord, c'est une formule que j'ai tellement aimée que dans tous mes devoirs à l'université, quand je faisais ma licence d'histoire, donc j'ai toujours terminé chaque chose toujours par cette phrase. Au risque de lasser les correcteurs. Exactement, mais comme c'était pas les mêmes en général. Donc, mais en plus, je pense que même sur le plan juif, elle est fondamentale parce qu'elle explique effectivement que d'un côté, l'histoire est quelque chose qui a tendance à reproduire certains phénomènes qui se ressemblent, et d'un autre côté, comme l'histoire avance, comme le monde se développe, alors les choses ne se répètent pas en général, elles bégayent, c'est-à-dire qu'elles produisent des choses qui se ressemblent, mais attention, nous ne sommes pas dans la même époque et nous ne sommes pas non plus avec les mêmes facteurs. Et donc, ce qui m'a intéressé dans le livre de Michael Fessel, c'était ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il se mettait vraiment dans la récidive, c'est est-ce qu'effectivement ce qui se passe, lui il analyse du point de vue de la France bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui en 2018-2019 en France est quelque chose qui ressemble à ces abandons des années 30 ou est-ce qu'il comprend, et je suis pas sûr qu'il comprenne complètement, qu'il y a des choses qui ressemblent mais le contexte est également tellement différent qu'il faut justement essayer de trouver le juste regard entre ce qui est pareil et ce qui est très différent. Et là-dedans, c'est pour ça que je vous ai proposé, la situation des Juifs, tant en France qu'en Israël que dans le monde, est essentiellement différente. Radicalement, exactement, que ce qu'elle était en 1938. Et en même temps, justement parce que nous ne sommes plus au même endroit, il y a peut-être aussi des choses qui se produisent dans le judaïsme qui ressemblent à des choses que les non-juifs faisaient dans les années 30, mais que nous ne faisions pas parce que nous n'avions que la position d'objet et non pas de sujet. Et la vie communautaire en exil. Mais il n'existe-t-il pas pourtant aujourd'hui certains parallélismes troublants qui sont d'ailleurs abordés dans le livre, mais pas seulement dans la presse, je le disais tout à l'heure, avec l'époque bien noire des années 30 en Europe, comme surtout la démission des démocraties face à des forces externes et intérieures liées à des positionnements totalitaires. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce qu'on voit d'abord et avant tout, à mon avis, dans l'Europe en tout cas, mais également dans le monde, c'est pas la résurgence de ce qui se passe dans les années 30, c'est plus la résurgence, et vous l'avez cité tout à l'heure, de la guerre froide. Sauf que maintenant, c'est, une guerre froide à trois, ce qui complique les choses, c'est plus le jeu de Go, mais ça ressemble plus à d'autres jeux avec qui la ont Chine, plus... vous voulez dire ? Voilà, avec la Chine, et il y a, de ce point de vue-là, les mêmes tendances de certains pays à devenir des superpuissances. On sent ça très bien aussi chez Trump. Et il y a cette nostalgie, justement, d'être le maître dans son camp, si je puis dire. Et on voit très bien comment chacun essaye de se construire ça, jusqu'à la Chine, qui, par exemple, en Afrique, essaye de se conquérir véritablement un territoire d'influence. Donc, c'est pas exactement la même chose que les années 30. Dans les années 30, et c'est peut-être l'erreur d'ailleurs à l'époque des fascismes, une erreur bienvenue pour nous, mais une erreur, c'est de n'avoir eu les yeux
que tourner vers l'Europe. C'est-à-dire pour Mussolini et ensuite pour Hitler, ce qui se passe, c'est en Europe, c'est la domination autour de l'Europe. Alors bien sûr, il y a des colonies, etc. Le Troisième Reich pour Milan en Europe. Voilà, exactement. Et le grand problème, c'est que Hitler n'a jamais vraiment incorporé dans ses calculs, dans ses stratégies, et c'était un homme qui était quand même, de ce point de vue-là, à la fois intelligent et rusé, mais il n'a jamais vraiment incorporé les éléments extérieurs, et finalement, c'est ce qui a produit sa chute. Oui, l'URSS était encore même plus ou moins en Europe, mais surtout les États-Unis, tout à fait. Alors, serait-ce que l'histoire, sans vraiment se répéter, comme vous le disiez, se répéter à l'identique, car évidemment, on comprend que les temps d'aujourd'hui ne sont pas les temps d'hier, se déploie cependant de manière un peu subtile à partir de certains phénomènes politiques et socio-économiques parallèles qui semblent se répéter, mais qui reviennent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des phases où le monde ou telle région entre dans un processus de crise et on retrouve certains phénomènes. Alors oui, et je pense que de ce point de vue-là, on pourrait un peu peut-être comparer les années 20 aux années 60-70 que nous avons vécues comme adolescents, et d'autre part les années 30 et les années à partir de 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est d'un côté des années dans lesquelles il y avait une espèce de sentiment de paix, de paix mondiale, de prospérité, de boom économique, du fait que finalement on pouvait arriver à résoudre tous les problèmes de développement de la science, et la science était éminemment positive avec, on célèbre l'alunissage des Américains, Apollo, et bien c'était vraiment dans cette perspective-là, et il n'y avait pas besoin de mettre, des portes blindées aux entrées des synagogues, des centres communautaires et même des musées comme c'est aujourd'hui en France, et puis parce que c'était une évidence qu'il y avait une capacité de respect entre les personnes, entre les groupes, et même parfois entre des gens extrêmement différents. Je me rappelle par exemple, fin des années 1960, début des années 70, les discussions sur Israël et le problème du Proche-Orient avec les pro-palestiniens, etc. Ça se faisait avec des forts cris parce que chacun était persuadé d'avoir raison, etc. Mais en même temps, avec un plaisir extrême de pouvoir échanger. Or, tout d'un coup, ceci a disparu pour des tas de raisons, mais et c'est ce qui s'est passé aussi dans les années 30. Dans les années 30, c'est d'abord à cause des problèmes économiques, ensuite à cause de la montée des fascismes et donc des menaces de plus en plus grandes sur la stabilité, et puis il y a des pays qui ont eu du mal à suivre, et par exemple peut-être c'est ce qui s'était passé en partie en France ou en Angleterre, où on avait envie de prolonger ces années 20, elles avaient été tellement bien, et puis tout d'un coup on était obligé de se confronter avec des choses dont on n'avait pas du tout envie de se confronter avec, et il y a quelque chose qui ressemble fortement effectivement aujourd'hui entre l'envie d'un certain nombre de puissances occidentales de réduire les choses, de toujours trouver la pente la moins ardue pour pouvoir s'adresser même avec des régimes qui sont de toute évidence des menteurs, des gens qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas les avec eux, en fait. Et voilà, et qui préfèrent quelque part se laisser manipuler parce que ça leur donne l'impression justement qu'on peut ne pas rentrer dans la confrontation. Et après 75 ans de paix en Europe, à quelques exceptions près, mais en tout cas dans les pays européens les plus importants, il n'y a plus eu de guerre sur les territoires de ces pays. Il y a eu des guerres coloniales, mais c'est autre chose. Il y a eu quand même les guerres de Poutine en Ukraine et en Crimée. Oui, mais ça, disons que pour les Occidentaux qui ont toujours une tendance au nombrilisme, donc c'est des choses un petit peu extérieures. C'est même pas en Russie même, c'est dans dans les banlieues. Voilà, c'est dans les banlieues extérieures de la Russie. Donc il y a cette impression que effectivement le cœur de ce qui a été l'enfer de la Seconde Guerre mondiale
a réussi à devenir un havre de paix et tout le monde a peur que ceci disparaisse. Et donc il faut essayer quelque part de trouver les compromis pour faire que nous puissions encore vivre en paix. En vous écoutant à l'instant, quand vous citiez cette période du plaisir de débattre, y compris avec de fervents adversaires, et c'était lié d'ailleurs à l'après-mai 68 de la France, j'ai pensé à cet épisode qui peut-être tout d'un coup m'apparaît maintenant, comme citiez le film sur le Front Populaire, un épisode télévisé qui a été un tournant peut-être de l'impossibilité de débattre. Vous vous souvenez, dans une émission des Dossiers de l'écran, il y a eu comment dirais-je, Maurice Clavel, qui était opposé, enfin qui avait amené un document qui avait été plus ou moins censuré par la télévision. Par la télévision, et puis il était opposé au maire de Tours, Royer, qui était un terrible conservateur. Et Maurice Clavel, avec son franc-parler, sa chutzpah de l'époque, s'est levé en disant devant les caméras, messieurs les censeurs, bonsoir. Exactement. Et on était au début des années 70, juste après. Et quelque part, là, il y a comme un glissement dans une période où on ne peut plus s'écouter. Et bien que peut-être Clavel ait eu raison de faire son geste, c'était pas la question, mais alors comment vous expliqueriez fait que... Je m'excuse juste pour justifier un tout petit peu Clavel. Pourquoi il s'est levé? C'est pas parce qu'il n'était pas prêt à débattre, c'est parce qu'il n'était pas prêt à débattre aux conditions de l'autre. C'est-à-dire à partir du moment où on censurait le document qu'il avait amené, c'était plus justement à armes égales comme s'appelait le débat. Ça s'appelait le débat. Mais comment alors, puisqu'en prenant comme tremplin cet exemple, pour illustrer le fait qu'on débattait autrefois, dans les années encore florissantes, de la fin des années 60, début des années 70, comment vous expliqueriez maintenant, puisque notre propos c'est ici et maintenant, comme diraient certains, comment vous expliqueriez, par quel phénomène culturel, vous expliqueriez qu'aujourd'hui il y a cet autisme et cette violence entre des mouvements d'opinion et qui s'opposent? Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? Vous parlez en Israël? Non, dans le monde, de manière générale, en Europe, mais aussi en Israël en particulier, mais en Europe, en Europe en tout cas. Je pense que paradoxalement, les espèces de révoltes des années 60 pour essayer d'amener une plus grande démocratie, etc., ont amené une partie de ce public à se radicaliser dans ses idées. À partir du moment où vous vous radicalisez, si vous n'avez pas à côté de vous une bouée de sauvetage, et de ce point de vue-là, je pense que pour beaucoup de juifs, heureusement, le judaïsme est une bouée de sauvetage. Mais si vous n'avez pas ça pour vous raccrocher et vous rappeler en permanence que l'autre qui est en face de vous et que vous détestez, il est quand même un enfant de Dieu au même titre que vous êtes également un enfant de Dieu, eh bien, il y a tout d'un coup quelque chose qui vient, pas seulement une coupure, le fait qu'on retombe dans ce qui se passe à chaque fois qu'on sort de ces périodes justement où tout le monde s'aime bien, on se fait des bisous, etc. Et puis que tout d'un coup on se dit, ah ben non, comment je peux faire des bisous à celui qui est exactement mon opposé? Au contraire, il faut que je cherche à le détruire parce qu'autrement, lui va me détruire. C'est très intéressant de suivre comment les choses... Je vais vous donner peut-être un tout petit exemple qui se raccroche tout à fait peut-être à notre propos. Je pense que ce qui s'est passé dans fin des années 60, début des années 70 en France, marque aussi le moment où il y a deux épouvantails historiques qui ont commencé à être mis en place pour servir, de repoussoir, de défouloir, de tout. L'un, c'est Israël, et l'autre, paradoxalement, c'est le régime de Vichy. D'accord, c'est-à-dire que, alors j'ai retrouvé un certain nombre d'ouvrages, je parlerai juste de l'un d'entre eux, il y avait une très grande spécialiste, Olga, comment elle s'appelle, Milgo-Wormser, qui était la grande spécialiste des camps de concentration. Vraiment, elle avait commencé, elle était une résistante qui avait été enfermée, et elle finit sa thèse à la fin des années 60, sa thèse est publiée, et elle veut expliquer à quel point il y a une universalité des camps de concentration. Et donc, elle commence à prendre plusieurs exemples. Et un des exemples qu'elle prend, elle cite
un monsieur qui s'appelait, j'ai oublié son prénom, Terre-Noire, qui était député gaulliste pro-palestinien, si vous vous souvenez de lui. Et dans cette citation, Terre-Noire dit: il est bien évident que maintenant que les Israéliens ont conquis les territoires palestiniens, ils vont être obligés d'organiser des camps de concentration, puisque ça sera le seul moyen pour eux de régner sur l'ennemi, comme ça s'est toujours fait dans tous les régimes, etc. Dans toutes les occupations. Manque de peau, on est presque 60 ans après, il n'y a toujours pas de camp de concentration ici. Mais c'est très intéressant qu'une universitaire cite quelqu'un comme Louis Terre-Noire, il s'appelait comme Louis Terre-Noire, et le prend comme un élément historique, alors qu'en réalité c'est une prophétie politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin absolument d'introduire Israël comme l'épouvantail, le méchant épouvantail sur lequel on va s'effouler. Et puis, j'ai pas le temps ici de parler de Vichy, mais il y a exactement la même chose pour Vichy. Et c'est le moment où on commence à regarder Vichy en noir et blanc, au lieu de regarder à la fois les choses horribles qu'a fait ce régime, mais de voir également de manière plus équilibrée ce qu'il a essayé de faire par ailleurs. C'est-à-dire l'analyse des faits eux-mêmes. Mais ne pensez-vous pas, dans ce phénomène de mépris et de rupture avec l'autre et d'autisme, en fait, qu'il y aurait une cause, j'allais dire, dans le domaine de la communication et dans le domaine de du savoir aussi, qui est à l'origine de cette rupture et de ce sectarisme violent. C'est le mauvais côté d'Internet et de la toile et des sectes qui, si vous voulez, qui tirent leur homogénéité et leurs échanges uniquement à partir donc d'un club d'internautes et qui s'auto-alimentent et s'enferment dans un pseudo-savoir ou de pseudo-accusations vis-à-vis de ceux qui ne sont pas comme eux et qui alors là arrivent à des niveaux d'autisme qu'on n'avait pas connus avant, parce que quand il y avait la radio, la télé, c'était une chose, ça faisait aussi un bourrage de crâne, mais là c'est beaucoup plus fort. L'internet, le iPhone, l'accès direct à des milliers d'informations, à des clubs qui pensent de manière homogène et qui ne sont pas traversés du tout par la critique. Est-ce que c'est pas aussi une des causes de cette dureté dans le débat public? C'est une des causes du renforcement, mais ce n'est pas ça qui a démarré les choses. Il faut toujours se rappeler, malgré tout, que la popularisation d'Internet, c'est pas avant le milieu des années 1990. D'accord ? Donc c'est quand même relativement récent. Or, par exemple, un domaine dans lequel on voit très bien cette accélération de l'antagonisme comme l'autre, c'est le domaine de la laïcité en France. Parce que la laïcité telle qu'elle avait été pensée au début du XXe siècle, après la loi de séparation entre les églises et l'État, c'était une laïcité extrêmement ouverte et tolérante. J'ai des textes par exemple, des éclaireurs de France, qui était donc le mouvement scout laïque. Les éclaireurs israélites? Non, les éclaireurs de France. J'ai été aussi voir un petit peu les mouvements parallèles. Et ils ont des textes d'une ouverture extraordinaire dans lequel, par exemple, c'est évident que s'il y a et il doit y avoir des catholiques parmi les éclaireurs de France, eh bien, le dimanche matin, il faut les aider à aller assister à la messe. Un des chefs doit les accompagner, etc. Parce que nous sommes laïcs, mais en même temps, nous sommes un endroit où toutes les idées et toutes les croyances peuvent s'exprimer. Ça, c'est des textes des années 20 et des années 30. Et puis, vous arrivez dans les années 80-90 avec tout d'un coup, et surtout à partir du premier septennat de François Mitterrand, vous avez tout d'un coup un mode de laïcisme outrancier qui en fait rejette l'autre, celui qui est différent, c'est-à-dire celui qui n'est pas laïque, et qui décrète que l'espace public où tous devaient se retrouver, laïcs comme non laïque, devient un espace seulement pour les laïcs. Les autres n'ont plus de place pour s'exprimer. Bien sûr, à la maison, il n'y a aucun problème.
Ça s'était passé, par exemple, de manière extrêmement raccourcie lors de la Révolution française. Entre 1791, l'édit de tolérance, les Juifs deviennent français, et puis à partir de la Terreur, tout d'un coup, eh bien, il faut surtout qu'ils restent chez eux, qu'ils montrent pas qu'ils sont juifs. C'était le dicton citoyen à l'extérieur, dans la ville, et juif à la maison. Oui, mais sauf que là, c'était quand les Juifs disent ça, c'est un choix des Juifs, mais là, c'était quelque chose qui leur était imposé. D'accord. Alors, ça dure que quelques années parce que la terreur, heureusement, ne dure qu'un an et demi. Mais il y a une accélération et qui est menée par des gens qui sont persuadés qu'ils luttent pour la liberté, mais en luttant pour la liberté, ils écrasent tous ceux qui sont autres. Et ça, c'est quand même un très, très grand problème. Il y a des ouvrages, mais on ne peut pas en parler maintenant, notamment écrits par Milner et d'autres, qui se reposent la question de la terreur et qui montrent que ça a été non pas le microcosme, mais que c'était le master, l'inspiration de toute une partie de la gauche française aussi. Tout à fait, la gauche jacobine, et qui est une gauche très intolérante. Ça dépend des moments. Je pense que quand il y a eu justement plus de girondisme dans la gauche française, notamment parce qu'il y avait l'influence de grands fiefs radicaux dans le sud ou à Lyon avec comment il s'appelait Henriot, etc., qui étaient des gens justement qui savaient mettre un petit peu de la modération à la fois dans le centralisme français et puis dans cette idée que tout le monde doit être exactement pareil. Mais on arrive avec des absurdités. Ça m'est déjà arrivé d'être invité dans des établissements scolaires français et on me dit, monsieur le rabbin, écoutez, on est désolé de vous dire ça. Il me dit ça avant que je rentre voir les élèves, mais si vous pouviez enlever votre kippa, puisque vous savez qu'il ne peut pas y avoir de signes distinctifs religieux pour les élèves, donc c'est quand même embêtant que vous ayez un signe distinctif. Mais il m'invite quand même en tant que rabbin. Petite parenthèse un peu méchante et critique, je profite de ma tribune ici, c'est qu'on m'a demandé ça à moi, d'enlever ma kippa, non pas en France dans un lycée laïque français, mais sur une chaîne de télévision israélo-francophone bien connue qui s'appelle I24, ou c'est peut-être plus le cas maintenant, j'en sais rien, mais où il y a quelques semestres. En tant que journaliste. En tant qu'invité géopolitologue, on m'a demandé d'enlever ma kippa parce que, m'a-t-on dit, de haut lieu, puisque le rédacteur en chef est venu pour justifier cette mesure qui m'embêtait, parce que comme je l'ai expliqué, j'ai été dans des tas d'endroits en France faire des conférences au Sénat français, ailleurs, jamais on m'a demandé d'enlever ma kippa, ce qui me concerne. Et là, tout d'un coup, en Israël, à Yafo, on me demande d'enlever ma kippa avec le raisonnement fort discutable que ce que j'ai à dire aura plus d'impact si j'enlève ma kippa. Bon, ce qui était un autre débat, mais pour montrer que c'est pas seulement dans les milieux laïques, en tout cas français. Oui, mais encore que dans quelque chose qui est francophone. Voilà. Alors que je pense que une des choses qui reste de l'esprit de l'Empire ottoman, où il y avait des choses très négatives, mais une des choses très positives de l'Empire ottoman, c'est qu'il était un empire avec des peuples extrêmement différents et au niveau de la vie quotidienne, une capacité de vivre ensemble malgré les différences. Et moi, quand je monte dans le tram de Jérusalem et que je vois des touristes qui ont, qui sont assez... je sais pas comment on dit, enfin on voit leur nombril et des shorts jusque-là. Et à côté de ça, il y a des ultra-orthodoxes et puis il y a des femmes arabes avec leur voile et tout. Puis finalement que tout le monde est ensemble, coexiste sans qu'il y ait un regard haineux de l'un à l'autre. Il peut y avoir de l'impatience parce que quand même, elle aurait pu s'habiller un peu plus. Mais ça, c'est Jérusalem, c'est Israël aussi. Oui, mais justement, c'est quelque chose d'intéressant qu'on ait encore gardé ça. Avec ce qui se passe sur la scène politique israélienne et cette espèce d'intolérance grandissante, j'ai un peu peur que ça se perde. Alors justement, vos dernières remarques m'amènent à ma prochaine question qui avait pour vocation de reposer le débat de notre entretien, à savoir, y a-t-il un retour de certaines années du passé, les années 30 ou l'immédiate après-guerre froide? Alors, j'allais vous poser justement la question, que pensez-vous à cet égard par rapport à notre débat, des affirmations qui furent énoncées
voilà quelques années par deux grandes figures françaises de la philosophie et des sciences sociales qui nous ont quittés ces dernières années. Je veux parler du philosophe André Glucksmann et du socio-politologue Alain Touraine, qui avaient ensemble, mais de manière séparée, simultanément expliqué en 2012, au moment où émergeait la grande vague des révoltes des fameux printemps arabes dans tous les pays arabes autour d'Israël et du Moyen-Orient, que cette vague constituait en fait, d'après des explications qu'ils ont amenées avec des mots différents mais qui avaient le même sens, qui était en fait, selon eux, la dernière secousse. C'était l'expression employée par Glucksmann, surtout la dernière secousse tellurique, précisément dans notre région, de la fin de la guerre froide, consécutive donc à l'effondrement du bloc soviétique en 1991, en expliquant tous deux que l'affrontement Est-Ouest, dont on a parlé au moment de la guerre froide, et l'aspect factice des grands États qui furent constitués par les diverses puissances coloniales depuis la Première Guerre mondiale, mais aussi après, avaient un temps congelé, fossiliser les disparités ethniques et religieuses des contrées du Moyen-Orient. Un Moyen-Orient maintenant livré à l'éclatement et aux pires rivalités, comme si donc le glacis de la guerre, sans faire de jeu de mots, de la guerre froide, avait suspendu le temps et que maintenant, 30 ans presque après le soulèvement yougoslave, enfin l'éclatement de la Yougoslavie dans les Balkans, qui était un exemple bien européen de ces conflits qui avaient été gelés, ben, tout d'un coup, ici, tout se réchauffait et tout explosait. Est-ce que vous partagez cette vision Pas complètement, pour une raison principale, qui est que je pense que, de manière générale, les mouvements indépendantistes arabes aux différentes périodes, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, ont toujours utilisé des idéologies européennes pour camoufler en réalité ce qui était le plus important pour eux, ce que je peux comprendre, pour camoufler l'islam. Donc, j'arrive pas à retrouver. Le panarabisme arabe avec Nasser, etc., l'affiliation de certains grands partis des grands pays arabes, soit en Irak ou en Égypte, avec le panarabisme, ça a été en fait a priori des mouvements qui semblaient à des mouvements nationalistes, laïques, etc., mais qui étaient animés par des forces islamiques. Oui, tout à fait. Et je pense au film, et ça m'énerve de ne pas retrouver son nom parce que je connais bien, de ce cinéaste algéro-français israélien qui habite à Tel Aviv. Mais Jean-Pierre Liédo. Voilà, Jean-Pierre Liédo, qui a fait toute une série extrêmement intéressante sur donc la guerre d'Algérie, en montrant que dès le départ, ce qui est derrière la guerre d'Algérie, c'est une volonté de redonner à l'islam, la Chita, le contrôle de ce territoire algérien. Il va même plus loin, il explique que la guerre d'Algérie n'est pas, comme on pense dans certaine gauche française et européenne, une guerre d'indépendance par rapport seulement au colonialisme, mais c'est une volonté d'épuration ethnique, de rester entre musulmans en Algérie. Tout à fait. Et je pense que la même chose existe. C'est-à-dire que au Moyen-Orient, il faut gratter souvent un petit peu la couche superficielle idéologique parce qu'ils ont besoin du soutien extérieur. Et donc, si c'était présenté qu'en tant que mouvement islamique, ça aurait nui beaucoup à leur soutien. Mais et encore une fois, je comprends tout à fait ça parce que l'islam est au cœur du monde arabe et donc c'est normal que le monde arabe fonctionne en fonction de ses idéaux et de son idéologie. Mais donc, en réalité, ça a peu été inscrit profondément cette influence de la guerre froide au Proche-Orient. Ce qui ressort beaucoup plus, c'est la problématique des frontières coloniales. Il y a qu'à regarder la Syrie, ce qui s'est passé, la guerre civile en Syrie. On avait exactement la carte des différentes régions que les Français ont agglomérées de force pour créer la Syrie, qui en réalité... Les cinq principautés de la Syrie. Voilà, c'est ça. Et avec le Liban en plus qui a été arraché, on en a fait un pays à part. Donc il y a au contraire une des grandes problématiques du Proche-Orient, c'est comment régler, sans trop toucher à la carte, les conflits et les tensions qu'ont engendré les divisions coloniales. Non, mais ce que je dis, peut-être je n'ai pas été assez précis, mais ce que disaient ensemble, en chœur presque,
Touraine et Glucksmann, c'est que justement la guerre froide, avec l'affrontement Est-Ouest et donc des camps qui se regardaient en chien de faïence, y compris au Moyen-Orient. Je rappelle que l'Égypte, qui était dans le camp soviétique avec Sadat, est passée dans le camp de l'Ouest et que ça a justement débloqué quelque part la situation. Mais il a fallu attendre l'effondrement de l'Empire soviétique en 91 pour que finalement ces conflits qui avaient été suturés justement en 1916, les fameux accords Saïs-Picot et puis la suite, et puis qui avaient été aggravés par le face-à-face Est-Ouest après 1945, que ces conflits, ces oppositions ethniques et religieuses d'une carte de chaque pays, enfin on avait fabriqué des États factices, coloniaux en l'occurrence, puisque c'est surtout la période de la Première Guerre mondiale, et que tout d'un coup ça était en train, sous l'effet, avec le temps, parce que l'effet tellurique de la fin de la guerre froide, il a frappé tout de suite la Yougoslavie dans les années 90, mais il a fallu 30 ans ici, ou 25-30 ans pour que ça arrive et qu'on trouve le même phénomène. C'est pas la guerre froide qui a été la cause, mais la guerre froide, elle a gelé le phénomène, et ce phénomène aujourd'hui, du fait de l'éclatement des grands blocs, n'existe plus, et on retrouve les dilemmes et je dirais, les erreurs monumentales, enfin les visions coloniales de la France et de la Grande-Bretagne qui ont complètement dépecé le Moyen-Orient, et qui ont fabriqué de faux États en quelque sorte. Oui, mais moi j'ai l'impression, si vous voulez, que même si effectivement le conflit Est-Ouest avait peut-être un peu gelé, les conflits internes ont toujours continué. Rappelons-nous qu'avant la guerre de 67, le conflit essentiel dans notre région, c'est entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Le même conflit qu'on retrouve d'ailleurs exactement aujourd'hui. Donc je suis pas si sûr que ça qu'il y ait eu une grande influence cette période. Qu'on soit d'accord avec cette thèse, et de toute manière au-delà de Glucksmann évidemment et de Alain Touraine, qui sont quand même des observateurs pertinents, ce dont nous parlons, à savoir que l'histoire non pas se répète, mais d'une certaine manière digère des phénomènes qui réapparaissent. Est-ce que c'est pas le signe que cette histoire humaine avance justement par à-coups, avec des périodes de stagnation et puis de retour au passé apparent, avant de se fixer de nouveaux horizons totalement inédits? C'est-à-dire, c'est comme si vous voulez, un travail en profondeur avec des couches telluriques, mais qui définissent un paysage complètement nouveau. Alors, le problème est de savoir qu'est-ce qui est nouveau ou non. Et donc, là, on retrouve un problème, une question qui est autour de la nature de l'homme. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que nous soyons tellement différents des hommes d'il y a 100 ans, et encore plus des hommes d'il y a 2000 ans ou 4000 ans. C'est-à-dire que la nature humaine, telle qu'elle a été créée par le Créateur, est une nature humaine qui est commune à l'ensemble des époques, à l'ensemble des populations. Et donc là, ce qui change, ce qui se renouvelle ou ce qui se transforme, c'est la technicité. On a aujourd'hui des moyens techniques de faire et le bien et le mal qui sont beaucoup plus radicaux et beaucoup plus importants que ce qui existait au temps des Romains. Mais la nature humaine profondément ne change pas. Moi, je suis un grand élève, non seulement de Manitou, mais également j'ai un autre rabbin qui s'appelait Yitzhak Asimov. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui était donc un auteur de science-fiction. Et toute l'idée de Asimov, et moi je le trouve très juif justement dans ses romans, c'est de montrer que dans 10 000 ans, dans le futur empire galactique, etc., les êtres humains continuent à être les mêmes êtres humains et à agir avec les mêmes passions, avec les mêmes le même Yetzer Tov et Yetzer Hara, la même tendance et au bien et au mal, et que finalement quelque part, justement, pourquoi les choses ne changent pas mais bégayent, parce que profondément, les êtres humains ne changent pas. Et s'il y a quelque chose dont on peut apprendre justement de l'histoire, c'est non pas dans la répétition des événements, mais c'est dans l'itnagout, le comportement, la conduite des êtres humains. Parce que c'est de là que nous avons des leçons à tirer, et si nous nous retrouvons dans un cas qui ressemble, qui n'est jamais le même, mais il y a quand même des choses qui reviennent sur elles-mêmes, est-ce que je suis capable
d'agir différemment que ce qu'ont fait les gouvernants précédents ou même les simples citoyens. Vous me faites penser à ce que j'ai raconté un jour à ma fille aînée, Yael, lorsque, en terminale, elle avait abordé le fameux débat que d'ailleurs on appelait en France à l'époque le débat de classe terminale, qui n'était d'ailleurs pas que ça, entre Albert Camus, sur lequel elle faisait un devoir, et Sartre. Le débat sur faut-il changer la société pour changer l'homme, ou faut-il changer l'homme pour espérer changer la société. Et je lui avais expliqué que le courage de Camus, d'ailleurs, Glucksmann dont je parlais, et toute cette école de la nouvelle philosophie française, etc., s'inscrit comme maître de référence à Albert Camus, qui était tout seul, solidaire et solitaire, se dressait contre les idéologues du communisme et du marxisme révolutionnaire incarnés par Sartre, entre autres, et qui disait que il fallait prendre parti, que s'abstenir, c'était prendre parti pour le plus fort, et que donc, alors que Camus avait dit que pour s'engager, il faut savoir se dégager. Et son dégagement à lui, c'était de dire que contre toutes les idéologies, cette critique qu'il fait dans son fameux livre L'homme révolté, pour que l'homme se change, il ne doit pas appartenir à des systèmes ossifiés de pensée. Et donc, j'avais dit à ma fille, en termes juifs, que Camus, sans utiliser ces mots-là, en fait, il avait compris qu'il fallait que l'homme change ses midotes, c'est-à-dire son travail, son caractère, travaille ses manques et ses pulsions pour pouvoir, une fois, avec d'abord son entourage proche et à l'échelle d'un pays, peut-être d'un quartier, d'un pays, d'une vie sociale, etc., peut-être être un exemple pour modifier le système social et être un exemple. Et j'allais vous poser la question, c'est pour ça que j'y ai pensé, ce que vous disiez sur le Yetzer Tov, le Yetzer Hara. Mais de toute manière, je voulais vous poser une dernière question, puisque nous parvenons pas très loin de la fin de notre entretien. Mais l'historiosophie juive, de toute manière, cette fameuse, j'allais dire, l'historiosophie juive et hébraïque, cette discipline abordée, entre autres, par la pensée juive la plus authentique, dont parlait le Rav Léon Ashkenazi Manitou, que vous avez très bien connu, n'affirme-t-elle pas elle-même, cette historiosophie, en s'appuyant sur un grand penseur juif, entre autres, de la Renaissance, comme le fameux Maharal de Prague, que l'histoire humaine ne ressemble non pas à un cercle vicieux, comme on a montré le contraire dans cette émission, comme le fameux éternel retour qui est cher à des philosophes pré-nazis comme Nietzsche, mais à une spirale, c'est-à-dire avec des phénomènes, si vous voulez, apparemment semblables, mais qui tout de même diffèrent, une spirale qui avance dans le temps en semblant parfois se répéter, mais qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Est-ce que l'historiosophie, elle ne nous aide pas à bien comprendre cette spirale ? Dans ce sens-là, tout à fait. Je pense que Neher, par exemple, qui avait beaucoup... André Neher, qui avait beaucoup travaillé sur le Maharal, exprimait très bien cette idée lorsqu'il montrait que le Maharal avait compris... Le Maharal de Prague, hein, le grand Rabbi Lev de Prague, que le Maharal avait compris bien avant Kant que, en fait, tout reposait sur le système de thèse, antithèse, synthèse. Et que la capacité du peuple juif, mais également finalement du monde, à la fois de rester ensemble, de rester les mêmes et pourtant d'avancer, se jouait dans cette capacité. On a parlé tout à l'heure de l'incapacité de s'échanger et de parler. Alors c'est exactement le contraire. C'est parce que j'ai des gens qui vont penser d'une manière et des gens qui vont penser d'une autre manière, mais qu'ils arriveront ensemble à synthétiser, ils pourront faire un pas en avant, et c'est exactement la forme de la lettre, enfin de la voyelle, le ségol, hein, qui est donc composé par 2 points, et le 3e point, il n'est pas au milieu, mais quand on fait la synthèse, on rajoute, il y a toujours une valeur ajoutée qui se met, et c'est pas pour rien, ça s'appelle le Am Segula, c'est-à-dire qu'on a ce secret justement, mais qu'on ne doit pas garder que pour nous. Le but, c'est aussi de l'amener à l'ensemble des nations, d'être capable d'être différents et pourtant de rester ensemble et de se respecter malgré notre différence. Pour moi, c'est un des enjeux de la société israélienne aujourd'hui. Et j'allais vous dire que justement, c'est donc pas une pensée binaire, mais une pensée
qui parce qu'elle elle repose sur un mouvement à trois, permet donc les synthèses. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure en parlant du tramway de Jérusalem, dans le sens où on peut espérer que justement, bien qu'il y ait des facteurs de blocage qui sont dus à beaucoup de choses ici, notamment au système électoral et au système politique, et on peut espérer qu'au niveau sociétaire, eh bien, Israël fasse la preuve que parmi tous sa population si bigarrée venant de 93 ethnies différentes et origines différentes, eh bien, il y a et il y aura, espérons-le, plus de dénominateurs communs et de points communs que de points de divergence. C'est un peu ce que vous disiez. En tout cas, je vous remercie, Alain, d'avoir suscité le sujet de cette émission, parce qu'il fallait quand même... on en a presque parlé par hasard lors d'une rencontre dans les rues de Baka, à Jérusalem, et puis d'être venu pour en parler avec nous. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.